ville, la colère a gagné les rues. Après plusieurs jours sans eau ni électricité, avant d'être stoppés par les forces de l'ordre. Des actes de vandalisme ont ensuite été signalés visant des bâtiments administratifs et des domiciles de responsables locaux. Au total, au moins 16 personnes ont été interpellées puis déférées devant le parquet de Dimbokro. C'est un moment très grave. Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Côte d'Ivoire? Abonnez-vous, installez-vous confortablement, parce que dans cette vidéo, vous allez être plus qu'étonné. Abidjan, 2026. Il est à peine 6 heures du matin. La ville se réveille normalement, comme chaque jour. Les premiers travailleurs commencent à bouger. Quelques klaxons se font entendre ici et là. Mais ce matin, quelque chose est fondamentalement différent. Ce qui domine l'atmosphère, ce n'est pas le bruit habituel. C'est un silence pesant, lourd, presque oppressant, entrecoupé par le grondement sourd de moteurs militaires. Des moteurs lourds, des blindés. Très tôt dans la matinée, des colonnes de véhicules militaires ont commencé à converger vers les points névralgiques de la capitale économique ivoirienne. Les grands carrefours sont verrouillés. Les accès aux institutions stratégiques sont progressivement neutralisés, un par un, avec une précision qui laisse penser à une opération planifiée, minutieusement préparée. Abidjan est sous tension, une tension comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Selon plusieurs sources concordantes au sein des forces armées, un groupe d'officiers supérieurs affirme avoir pris le contrôle des principales institutions de l'État ivoirien. Le message est clair, direct, sans ambiguïté. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, nous, forces armées de Côte d'Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités devant la nation. Depuis ce matin, l'état-major et toutes les casernes sont sous notre contrôle. Ces mots résonnent dans tout le pays comme un coup de tonnerre. Des détonations ont été signalées dans les premières heures du jour, à proximité du palais présidentiel. Les forces restées loyales au régime du président Alassane Ouattara auraient tenté de riposter, mais cette riposte aurait été rapidement contenue, dépassée par la coordination et la rapidité de l'opération des putschistes. À cette heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Sur le terrain, l'état-major militaire affirme désormais détenir le pouvoir. Et il justifie ce coup de force par la nécessité, selon leurs propres termes, de préserver la stabilité du pays et d'éviter un basculement vers une confrontation ouverte avec la population civile. Un organe de transition serait en cours de formation, avec la promesse d'un calendrier politique à venir. Mais pour l'instant, tout reste suspendu. Abidjan retient son souffle. Voilà pour la scène. Mais pour comprendre vraiment ce qui se joue ici, il faut remonter un peu en arrière. Parce que ce coup de force ne surgit pas du néant. Il s'inscrit dans un contexte politique extrêmement tendu, qui couvait depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années. Frères et sœurs, on doit parler franchement. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue, aux yeux de nombreux observateurs et d'une bonne partie de sa population, quelque chose qui ressemble dangereusement à une dynastisation du pouvoir. Et c'est ce mot-là, dynastisation, qui est au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui. L'homme qu'il faut regarder maintenant, c'est Téné Birahima Ouattara. Selon certains, c'est le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Selon d'autres, c'est son fils, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que ce monsieur représente politiquement. Aujourd'hui, il est un ministre d'État, ministre de la Défense. Et selon nos informations, Alassane Ouattara aurait pour ambition de faire de ce proche, de cet homme de confiance, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Mais il faut être très clair là-dessus. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une famille, à un clan, à une lignée. Et M. Ouattara doit le comprendre. Il doit le savoir. Parce que si cette logique dynastique venait à s'imposer, ce serait une rupture fondamentale avec les principes mêmes sur lesquels repose la République ivoirienne. Maintenant, ajoutons une couche supplémentaire. Après avoir arraché un 3e mandat, voilà qu'Alassane Ouattara se retrouve engagé dans un 4e mandat, que beaucoup contestent avec force. Un 4e mandat déjà très fragilisé. Et selon nos sources, cette semaine même, Ouattara doit quitter le territoire ivoirien pour un séjour privé en France d'une dizaine de jours. Et il profiterait de cette occasion pour procéder à une recomposition gouvernementale. Son fameux gouvernement Fanta, comme certains l'appellent déjà. Mais revenons à ce qui se joue au sein même du RHDP, le parti au pouvoir. Parce qu'il y a une guerre de clans qui se mène en coulisses, loin des caméras, mais qui est bien réelle. D'un côté, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, qui est combattu. De l'autre, Patrick Hachi, également dans le viseur. Et au centre de tout cela, le prince désigné, Téné Birahima Ouattara. La lettre du continent, publication réputée pour ses informations sur les coulisses du pouvoir africain, nous en donne un avant-goût saisissant. Selon cette source, certains cercles proches du président chercheraient à écarter Bictogo du perchoir, c'est-à-dire de la présidence de l'Assemblée nationale, pour y placer Téné Birahima. L'objectif final, que Téné Birahima Ouattara devienne président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et ensuite modifier la constitution. Voici le schéma. Alassane Ouattara, affaibli, réduit les pouvoirs du vice-président. Il maintient Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre, et il bombarde son petit frère comme président de l'Assemblée nationale. Ensuite, il modifie la constitution, pour que le jour où Alassane Ouattara disparaîtrait,
ce soit Téné Birahima Ouattara qui prenne automatiquement les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on parle de dynastisation. C'est pour cela que des voix s'élèvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Parce que ce qui se dessine ici, c'est un plan de succession familiale déguisé en transition institutionnelle. Cette séquence s'inscrit dans un contexte régional que tout le monde connaît bien maintenant. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest a connu une succession de coups de force militaires. Burkina Faso, Mali, Niger. À chaque fois, les mêmes arguments avancés par ceux qui prennent le pouvoir. Crise de gouvernance, rupture entre les institutions et le peuple, instrumentalisation des forces de défense à des fins politiques. Des arguments qui trouvent toujours une certaine résonance dans des populations épuisées et déçues. En Côte d'Ivoire, la tension couvait depuis plusieurs mois. Les débats autour de la constitution, de la gouvernance, de l'avenir politique du pays ont profondément divisé l'opinion publique, mais aussi les forces de sécurité elles-mêmes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les fractures ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi internes à l'armée. Des fractures profondes, alimentées par des inégalités de traitement, des rivalités internes, des pressions politiques, des fractures que certaines voix militaires, jusque-là marginalisées, ont commencé à exprimer ouvertement. Ce matin-là à Abidjan, ces fractures ont éclaté au grand jour. Au fil des heures, les contours de l'opération commencent à se préciser. Selon des informations recueillies auprès de sources militaires et de témoins directs, cette action aurait été planifiée depuis plusieurs semaines, dans un climat de méfiance croissante au sein des forces de défense et de sécurité. Les premières unités engagées auraient agi simultanément sur plusieurs sites stratégiques, précisément pour éviter toute réaction coordonnée du pouvoir en place. La radio-télévision nationale a été rapidement sécurisée. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est placé sous contrôle strict. Les déplacements aériens sont suspendus ou sévèrement restreints. Des barrages filtrants ont été installés sur les principaux axes menant à Abidjan. La ville est de fait coupée du reste du pays. Au cœur de cette prise de contrôle, un noyau d'officiers supérieurs affirme agir au nom de la Constitution et de la sauvegarde de l'unité nationale. La destitution du président Alassane Ouattara est annoncée comme une mesure nécessaire pour éviter, selon eux, un affrontement direct entre les forces de sécurité et la population civile. L'état-major militaire assure que l'objectif n'est pas de confisquer le pouvoir, mais de mettre en place une transition encadrée, ordonnée, dans le respect des institutions. Dans une déclaration largement diffusée et qui a fait le tour des réseaux sociaux, le lieutenant Rimo Antoine Akudo prend la parole au nom de ces militaires qui se disent toujours en fonction et fidèles à leur mission régalienne. Il décrit une armée profondément divisée, minée par les inégalités de traitement, les rivalités internes et l'ingérence politique. Selon lui, ces fractures auraient atteint un point de non-retour, rendant impossible toute continuité dans les conditions actuelles. Très vite, au-delà de la simple démonstration de force, les nouveaux détenteurs du pouvoir ont cherché à justifier leur action. Et le cœur de leur discours repose sur un argument central, un argument qu'on entend de plus en plus souvent sur ce continent, la rupture entre les institutions et la population. Une rupture aggravée, selon eux, par une politisation croissante des forces de défense et de sécurité. Pour les officiers engagés dans cette opération, la situation avait atteint un seuil critique, un point de rupture à partir duquel toute continuité devenait impossible sans risque majeur de violence à grande échelle. C'est ce qu'ils affirment, c'est ce qu'ils répètent. Et ce discours, qu'on le partage ou pas, trouve un écho dans des couches entières de la population ivoirienne. Dans sa prise de parole, le lieutenant Rimo Antoine Akudo s'adresse directement aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, mais aussi, et c'est important, à l'ensemble de la population ivoirienne. Il rappelle ce qu'il considère comme la mission fondamentale des forces armées, protéger les civils, défendre les biens, garantir le respect de la Constitution. Selon lui, cette mission aurait été progressivement détournée au profit d'intérêts politiques et personnels, entraînant une fragmentation profonde de l'appareil sécuritaire ivoirien. Et là, il met des mots très précis sur des réalités que beaucoup connaissent, mais que peu osent dire publiquement. Il parle d'inégalité de traitement entre unités, de favoritisme, de promesses non tenues, de conditions de vie difficiles pour de nombreux soldats et leurs familles. Ces réalités, longtemps tues, auraient alimenté un sentiment d'injustice et de marginalisation, particulièrement parmi les sous-officiers et les hommes du rang. Écoutez ce qu'il dit, parce que ça va loin. Depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, selon ses propres mots, les forces armées vivent dans l'injustice. L'armée est divisée, la police est divisée, la gendarmerie est divisée. Même les eaux et forêts, comme il dit, sont divisées. Tout est fragmenté, cloisonné, éparpillé selon des logiques politiques et non militaires. Et il affirme que cette division a été dénoncée à plusieurs reprises auprès des chefs hiérarchiques, sans jamais être entendu, sans jamais être corrigé. Il va plus loin encore. Il évoque des militaires, des policiers, des gendarmes achetés pour servir des intérêts personnels, des agents de renseignement mis au service non pas de la nation, mais du maintien d'un pouvoir politique. Il parle de frères d'armes paralysés, jetés en prison sans preuve, radiés injustement. Et il cite son propre cas. En 2017, il aurait lui-même été mis aux arrêts, accusé de troubler l'ordre au sein de l'armée ivoirienne.
simplement parce qu'il avait osé dire que ce n'était pas normal qu'un groupe de militaires soit traité différemment des autres. Ce qu'il décrit, c'est une armée à deux vitesses. D'un côté, des unités favorisées, choyées, dotées de primes importantes. De l'autre, des soldats laissés pour compte, qui finissent le mois avec presque rien. Il parle de 6 millions reçus par certaines forces spéciales pendant que d'autres unités comparables recevaient des miettes. Et il dit quelque chose de poignant, quelque chose qui touche vraiment. Des soldats qui boivent du coucou parce qu'ils n'ont rien. Des pères de famille qui, après avoir payé les frais de scolarité de leurs enfants, se retrouvent avec 5000 francs pour tenir jusqu'à la fin du mois. C'est ça la réalité des casernes ivoiriennes selon lui. Et cette réalité-là, elle nourrit la colère, elle nourrit la frustration. Et dans certains cas, elle nourrit des décisions extrêmes. Mais le lieutenant Akudo ne s'arrête pas aux conditions matérielles. Il monte d'un cran. Il aborde directement la question constitutionnelle. Et c'est là que son discours prend une dimension franchement politique, une dimension qui dépasse largement le cadre militaire. Il l'affirme clairement, la constitution ivoirienne ne permettait pas au président sortant de briguer un troisième mandat. Et pourtant, il l'a fait. Selon lui, des ministres, des généraux, des officiers supérieurs ont organisé des réunions avec des militaires et des policiers pour planifier la répression de toute opposition à cette candidature anticonstitutionnelle. Des réunions dont l'objectif, dit-il, était simple, faire tirer sur la population civile pour permettre à Alassane Ouattara de rester au pouvoir. Et c'est sur ce point qu'il pose sa ligne rouge, sa ligne absolue, sa ligne qu'il dit ne jamais franchir. Je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne pour qu'Alassane soit candidat. Parce que la constitution ivoirienne ne le lui permet pas d'être candidat. Ces mots ont résonné, ils ont circulé sur les réseaux sociaux, ils ont été partagés, commentés, débattus dans toute la Côte d'Ivoire et dans la diaspora, parce qu'ils touchent quelque chose de profond, le refus d'une armée d'être instrumentalisée contre son propre peuple. Et il va encore plus loin dans sa déclaration. Il s'adresse directement aux généraux et aux officiers supérieurs. Il exprime sa déception de voir des hommes qui ont juré de servir la nation accepter, selon lui, des sommes considérables. Il parle de 100 millions pour certains généraux, 50 millions pour des officiers supérieurs, dans le but de faire réprimer la population, pour faire croire au président que la situation était sous contrôle, alors que ce contrôle était acheté, pas acquis. Il leur dit « Vous avez échoué, renoncez à la corruption d'Alassane qui est anticonstitutionnelle. » Et il ajoute quelque chose d'important. Après Alassane, vous serez toujours là, toujours au service de la nation. Donc rejoignez le bon côté. N'ayez pas peur. Ce discours, structuré, argumenté, parfois très émotionnel, a clairement été conçu pour mobiliser, pour convaincre les hésitants, pour créer un momentum, et il a marqué les esprits. Maintenant, revenons à la lettre du continent, parce que c'est là qu'on trouve les informations les plus précises sur ce que Alassane Ouattara avait en tête politiquement. La publication rapporte, et c'est publié le 7 janvier 2026, que Téné Birahima Ouattara devrait bien prendre la tête de l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, au moment de l'installation des nouveaux députés issus des élections législatives de décembre 2025, des élections largement remportées par le RHDP, le parti au pouvoir. Selon cette même source, Alassane Ouattara réfléchissait depuis 1 mois et demi à nommer son frère cadet à cette fonction. Il avait même hésité entre la présidence de l'Assemblée nationale et la primature, entre le perchoir et le poste de Premier ministre. Il a finalement opté pour le perchoir, et la raison de ce choix est révélatrice. En choisissant l'Assemblée nationale, Téné Birahima tirerait sa légitimité d'un vote parlementaire, pas d'une simple décision présidentielle. Ce mécanisme lui permettrait d'afficher une légitimité propre, construite par les urnes, même si ces urnes sont largement contrôlées par la majorité RHDP, et non pas d'être perçu uniquement comme le protégé de son grand frère, un reproche qui lui avait déjà été adressé par plusieurs cadres du parti. Mais le dernier paragraphe de cet article de la lettre du continent dit tout. Il dit qu'Alassane Ouattara prépare une importante réforme constitutionnelle, et c'est là que tout s'emboîte, c'est là que le puzzle prend sa forme définitive. Il s'agit de modifier la Constitution pour y introduire un mécanisme qui rappelle l'ancien article 11 du temps du PDCIRDA, sous Félix Houphouët-Boigny. Cet article stipulait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait automatiquement, systématiquement, la tête de l'État. C'est exactement de cette manière que Henri Konan Bédié était devenu président de la Côte d'Ivoire, au décès du président Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara, lui-même, connaît parfaitement ce mécanisme. Il l'a vécu, il l'a observé. Et aujourd'hui, selon ses informations, il voudrait reproduire quelque chose de similaire. Sachant très bien que son 4e mandat, il ne pourra peut-être pas le terminer. Son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois. Il préparerait le terrain pour son petit frère. Il place Téné Birahima à l'Assemblée nationale. Il modifie la Constitution pour que le président de l'Assemblée nationale soit l'héritier naturel du pouvoir en cas de vacance. Et le tour est joué.
Au cas où Alassane Ouattara disparaîtrait, c'est Téné Birahima Ouattara qui prendrait le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pas par les urnes, pas par la volonté populaire, mais par un mécanisme constitutionnel taillé sur mesure pour une succession familiale. Voilà ce que Alassane Ouattara avait prévu. Voilà ce que certains Ivoiriens refusent catégoriquement d'accepter. Et voilà le contexte dans lequel ce coup de force militaire s'est produit. Les choses doivent être dites clairement. Téné Birahima Ouattara, cet homme qu'on veut bombarder président, il doit savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. Elle n'a jamais été une monarchie. Elle ne le sera pas. Et Alassane Ouattara lui-même, avant de penser à son successeur, devrait se rappeler qu'il est un président de facto dont la légitimité est profondément contestée. Ce jeu musical de poste, on nomme tel ici, on change la constitution là, on place l'héritier désigné là-bas, ce jeu-là, les Ivoiriens l'ont vu venir. Ils l'ont analysé. Et une partie d'entre eux, visiblement, a décidé d'y mettre fin. Maintenant, il faut qu'on parle d'autre chose. Parce qu'au milieu de tout ce chaos, au milieu de toutes ces informations graves, de ces déclarations militaires, de ces manœuvres politiques, il y a eu quelque chose d'autre qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux. Une vague de désinformation, une vague de propagande. Et ça aussi, il faut en parler. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Dès le matin des événements, des vidéos ont commencé à circuler partout. Des images de blindés, des audios de prétendus officiers, des posts qui clament « coup d'État en Côte d'Ivoire »,« coup d'État en Côte d'Ivoire », comme un mantra. Et le plus frappant, c'est que beaucoup de ces contenus ne venaient pas de Côte d'Ivoire. Ils venaient de comptes ghanéens, nigériens, d'autres pays anglophones de la sous-région. Des gens qui relayaient, amplifiaient, parfois fabriquaient des informations sans aucune vérification. Et j'ai fait quelque chose de simple. J'ai appelé directement en Côte d'Ivoire. Des contacts sur le terrain, des gens fiables. Et la réponse a été unanime. Mon frère, ici il n'y a rien. On n'est pas au courant, c'est de la propagande. Alors ça soulève une vraie question. Pourquoi ? Pourquoi des gens s'acharnent à répandre des informations fausses ou exagérées sur la Côte d'Ivoire ? Pourquoi souhaitent-ils un coup d'État dans un pays qui, malgré tous ses problèmes politiques, malgré tout ce qu'on peut reprocher à son dirigeant, reste l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest ? Parce qu'il faut le dire clairement, un coup d'État, ça n'est pas une solution. Un coup d'État, ça amène des morts, ça plonge un pays dans l'instabilité, ça détruit en quelques jours ce que des générations ont mis des décennies à construire. Et la Côte d'Ivoire sait mieux que quiconque ce que cela signifie. Ce pays a passé une décennie entière dans des galères, des milliers de morts, des familles déchirées, des quartiers ravagés, des plaies qui ne sont toujours pas refermées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des victimes qu'on n'a pas pu identifier, des corps qui n'ont jamais été retrouvés. Comment peut-on souhaiter ça à un peuple ? Sérieusement, comment ? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un dirigeant qu'on doit souhaiter le chaos à son peuple. Ces deux choses sont totalement différentes. Critiquer Alassane Ouattara, contester sa légitimité, combattre son 4e mandat, oui, c'est un droit. C'est même un devoir civique pour ceux qui croient en la démocratie. Mais souhaiter un coup d'État, propager des fake news pour créer une psychose collective, pour déstabiliser un pays, pour alimenter la peur, non. Ce n'est pas combattre un régime, c'est attaquer un peuple. Et puis regardez ce que la Côte d'Ivoire est en train de construire. Les infrastructures, la croissance, le dynamisme d'Abidjan. C'est une des villes les plus actives du continent. Pendant que certains regardent la tour Eiffel depuis les Champs-Élysées, pendant que d'autres vont à Rome ou à Milan admirer des siècles de patrimoine, les Ivoiriens, eux, sont en train de construire leur propre héritage, leur propre fierté, leur propre avenir. Et ça mérite le respect. Donc à tous ceux qui ont relayé ces informations non vérifiées, à tous ceux qui ont partagé ces vidéos de propagande avec enthousiasme, avec un sourire que je ne comprends pas, je pose cette question directement. Vous souhaitez l'union des Africains ou la division des Africains ? Parce que quand vous souhaitez un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous ne vous attaquez pas à Alassane Ouattara, vous vous attaquez au peuple ivoirien tout entier. L'Union africaine ne se construit pas sur le malheur des autres. Elle ne se construit pas en souhaitant le chaos à ses voisins. Elle se construit dans le respect mutuel, dans la solidarité, dans la reconnaissance de la souveraineté de chacun. Et en 2025-2026, il serait temps qu'on comprenne ça. Bref, revenons aux faits concrets. À l'échelle régionale et internationale, les réactions à ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne se font pas attendre. L'Union africaine et la CEDEAO ont convoqué des réunions d'urgence pour évaluer la situation. Les partenaires de la Côte d'Ivoire appellent au calme, au respect de l'ordre constitutionnel et à la protection de l'intégrité physique de toutes les parties impliquées. Certains rappellent les sanctions imposées lors de précédents coups d'État dans la région. Des sanctions qui ont parfois lourdement pesé sur des populations déjà fragilisées. D'autres partenaires, plus prudents, préfèrent attendre, voir venir, observer les actes concrets avant de se prononcer. Le sort exact du président Alassane Ouattara reste à cette heure incertain. Les autorités militaires affirment qu'il est en sécurité, sans préciser s'il se trouve encore sur le territoire ivoirien ou non.
Cette absence d'information alimente les rumeurs dans un contexte où les communications sont partiellement perturbées et où les réseaux sociaux fonctionnent comme des caisses de résonance de toutes les spéculations possibles. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan et aussi dans certaines villes de l'intérieur, les habitants observent avec une prudence extrême. Beaucoup se souviennent encore trop bien des crises passées, des images qui ne s'effacent pas, des sons qu'on n'oublie pas. La crainte d'une escalade incontrôlée est là, bien présente, même chez ceux qui contestaient le régime. Parce qu'on peut contester un régime sans vouloir la guerre. D'autres, plus discrets, expriment un espoir mesuré, l'espoir d'un changement de cap, l'espoir que quelque chose se règle enfin. Mais cet espoir est fragile. Il sait que les promesses faites dans les premières heures d'un coup de force ne survivent pas toujours à l'épreuve du temps. Ce qui est certain, c'est que les militaires désormais aux commandes ont un défi immense devant eux. Ils doivent rapidement clarifier leur feuille de route. Quelle durée pour la transition? Quel rôle pour les civils dans le processus? Quel avenir pour les institutions? Et surtout, quelle garantie concrète d'un retour à un ordre constitutionnel crédible et apaisé? Chaque décision sera observée, analysée, jugée, aussi bien par la population ivoirienne que par la communauté internationale. Parce que dans ce type de situation, les actes comptent infiniment plus que les paroles. Et les militaires qui ont pris le pouvoir en promettant de ne pas tirer sur les civils, de ne pas confisquer le pouvoir, de mettre en place une transition, ces militaires-là seront jugés sur ce qu'ils feront, pas sur ce qu'ils ont dit. Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale, le chef autoproclamé du Conseil national de transition a accusé le président sortant de mauvaise gouvernance, de dérive autoritaire et de compromission avec des intérêts étrangers. Il a affirmé que l'armée ne pouvait plus rester spectatrice face à ce qu'il qualifie de dérive dangereuse pour la nation. L'atmosphère à Abidjan est électrique. Les rues sont à la fois silencieuses et lourdement surveillées. Des barrages filtrant à l'entrée de la ville. L'aéroport international sous contrôle strict. Les communications perturbées. Et dans ce contexte, chaque information est amplifiée. Chaque rumeur trouve preneur. Chaque image circule à une vitesse vertigineuse. La question constitutionnelle occupe une place centrale dans les justifications avancées par les officiers engagés dans ce coup de force. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une interprétation contestée des textes fondamentaux, une instrumentalisation du droit à des fins politiques. Et ils accusent certains cercles de pouvoir d'avoir tenté d'entraîner les forces armées dans une logique de confrontation ouverte avec le peuple. Un moment symbolique a marqué la déclaration du lieutenant Akudo. Un appel à une minute de silence. Une minute de silence en hommage à tous les Ivoiriens morts lors des précédentes crises politiques. Un geste fort, un geste qui cherche à rappeler le coût humain des conflits passés, un geste qui vise à affirmer, solennellement, la volonté de ne pas replonger le pays dans une spirale de violence. À cela s'ajoute, dans le discours des militaires engagés, une pression qu'ils décrivent cassante comme insupportable, celle d'avoir été sollicités pour participer à la répression de mouvements civils, des consignes qu'ils affirment avoir refusées, des ordres qu'ils disent ne pas avoir voulu exécuter. Et c'est sur ce point que leur message se veut le plus ferme, le plus clair, le plus sans ambiguïté possible. La population qui descend dans la rue n'est pas un ennemi, elle est l'essence même de la nation qu'ils ont juré de défendre. Cette ligne de fracture clairement assumée sert de socle moral à leur action. Elle leur donne une légitimité morale qu'ils n'auraient pas autrement, parce qu'un coup d'État reste un coup d'État, même quand il est justifié, même quand il répond à des injustices réelles, il reste une rupture brutale avec l'ordre constitutionnel, et ça on ne peut pas l'oublier. Mais voilà, coup sans prévenir, avec une brutalité qui surprend même ceux qui l'ont provoqué. La Côte d'Ivoire vit ce moment aujourd'hui, et l'avenir du pays dépendra largement de la manière dont toutes les parties, militaires, civiles, opposition, communauté internationale, vont naviguer dans ces eaux troubles dans les jours et les semaines à venir. Ce qu'on vit en Côte d'Ivoire en ce moment, ce n'est pas uniquement une crise politique locale. C'est aussi le révélateur d'une dynamique régionale, bien plus profonde, bien plus structurelle, qui agite toute l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années maintenant. Et pour bien comprendre ce qui se joue, il faut se donner un peu de hauteur, il faut élargir le regard. Depuis quelques années, l'Afrique de l'Ouest a connu une vague de coups d'État sans précédent dans son histoire récente. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger, coup sur coup, un continent, une sous-région entière qui vacille, et à chaque fois, le même scénario, la même rhétorique, le même argumentaire, gouvernance défaillante, corruption endémique, rupture entre le peuple et ses dirigeants, instrumentalisation des forces de sécurité, des armées qui se positionnent en sauveurs d'une nation que les civils auraient échoué à gouverner. Est-ce que ces coups d'État ont résolu les problèmes? La réponse honnête est non, pas vraiment. Dans plusieurs de ces pays, la situation sécuritaire s'est même dégradée, la pauvreté a augmenté, les libertés civiles ont reculé, et les transitions annoncées comme provisoires ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que prévu. Les militaires qui arrivent au pouvoir en promettant de remettre les clés aux civils ne le font pas toujours,
et certainement pas dans les délais annoncés. Alors pourquoi ça continue? Pourquoi, malgré ces exemples, malgré ces leçons non tirées, des armées continuent-elles à renverser des gouvernements civils? La réponse est complexe. Elle tient à la fois à l'échec réel de gouvernance dans ces pays, à des frustrations sociales profondes, et à un contexte géopolitique en pleine recomposition où les rapports de force traditionnels entre les puissances et le continent africain sont remis en question. En Côte d'Ivoire, la trajectoire est particulière, parce que contrairement à d'autres pays de la région, la Côte d'Ivoire a connu une phase de stabilisation et de croissance économique significative après la décennie de crise. Abidjan s'est redressé. Les investissements sont revenus. Le pays a retrouvé une certaine centralité dans l'espace économique ouest-africain. Tout cela sous la présidence d'Alassane Ouattara, qu'on puisse ou non le soutenir politiquement. Mais cette reprise économique ne s'est pas traduite par une stabilisation politique durable. Au contraire, les tensions ont continué à couver sous la surface. La question des mandats, de la constitution, de l'inclusivité du régime, de la réconciliation nationale véritable, toutes ces questions sont restées sans réponse convaincante et les fractures de la période de crise n'ont jamais vraiment été suturées. Elles ont été comprimées, contenues, mais jamais guéries. Et maintenant elles éclatent à nouveau. Le lieutenant Akudo, dans son discours, a touché quelque chose de réel quand il parle des inégalités au sein de l'armée. Parce que l'armée ivoirienne porte elle aussi les cicatrices de l'histoire. Des décennies de crise ont fragmenté ses rangs. Des allégeances diverses ont été entretenues plutôt que dissolues. Des hommes ont été favorisés, d'autres marginalisés, selon des logiques ethniques ou politiques plutôt que méritocratiques. Et cette réalité-là n'est pas un secret. Elle est connue, elle est documentée, elle était prévisible comme facteur de risque. Ce que le lieutenant dit clairement, c'est que l'argent a été utilisé comme outil de division, que des primes inégales ont créé des castes au sein même des forces armées, que certains ont reçu des millions pour acheter leur loyauté, pendant que d'autres se débattent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et dans ce contexte-là, quand vient la pression politique d'obéir à des ordres contraires à la Constitution, la rupture devient inévitable. Ce n'est pas une excuse pour un coup d'État, mais c'est une explication que ceux qui gouvernent doivent entendre, pas pour se soumettre aux militaires, mais pour comprendre que gouverner, c'est aussi soigner les institutions, c'est aussi traiter les hommes en armes avec équité et dignité, c'est aussi ne pas transformer l'armée en outil politique au service d'un clan. Revenons maintenant à ce que Téné Birahima Ouattara lui-même a dit à un moment. Selon les informations disponibles, dans une interview, il aurait déclaré, et c'est fascinant, qu'ils ont supplié Alassane de se représenter. Supplié, vous entendez bien, pas qu'il a voulu reprendre le pouvoir contre l'avis de tout le monde, mais que des gens dans son entourage, peut-être dont Téné Birahima lui-même, l'ont poussé à y retourner, l'ont convaincu que c'était nécessaire. Et si on prend ça au sérieux, ça change un peu la lecture qu'on peut faire des événements. Ça suggère qu'il y a un cercle, un entourage, des gens qui ont intérêt à ce qu'Alassane reste au pouvoir aussi longtemps que possible. Parce que tant qu'il est là, leur position est assurée. Et plus il reste, plus leur propre ascension peut se préparer, se consolider, se légitimer. C'est ce cercle-là qu'il faut regarder. C'est ces intérêts-là qu'il faut analyser. Parce que derrière chaque quatrième mandat, derrière chaque modification constitutionnelle, derrière chaque nomination stratégique, il y a des bénéficiaires, des gens qui gagnent quelque chose. Et la question qu'il faut poser est au détriment de qui? Au détriment du peuple ivoirien, au détriment des millions d'Ivoiriens qui méritent des institutions solides, transparentes, indépendantes du bon vouloir d'une famille ou d'un clan, des institutions qui fonctionnent selon des règles et non selon des loyautés. Dans ce contexte de tension extrême, le sort des institutions ivoiriennes reste en jeu. Les militaires aux commandes ont promis une transition, mais la transition vers quoi? Vers qui? Dans quel délai? Avec quelle garantie? Ces questions restent sans réponse pour l'instant, et l'absence de réponse génère de l'inquiétude. Une inquiétude légitime. La CEDEAO a été l'une des premières à réagir. L'organisation régionale a convoqué une réunion d'urgence. Elle appelle à un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Elle rappelle les sanctions qui ont été imposées aux autres pays de la région ayant connu des coups d'État. La Côte d'Ivoire, économie pivot de l'Afrique de l'Ouest, ne peut pas se permettre une marginalisation régionale et internationale. Son tissu économique, ses partenariats, ses investissements seraient directement menacés. Sur le terrain, les entrepreneurs, les investisseurs, les opérateurs économiques observent avec une inquiétude palpable. Les marchés sont incertains, les décisions sont reportées. Le franc CFA reste stable pour l'instant, mais la nervosité est là. Et si la situation venait à se prolonger, à se compliquer, l'impact économique pourrait être sévère. Les habitants de certains quartiers populaires d'Abidjan, eux, ont une autre préoccupation plus immédiate. Les marchés seront-ils ouverts demain matin? Les transports fonctionneront-ils?
Les enfants pourront-ils aller à l'école? Ces questions-là sont aussi importantes que les grandes questions géopolitiques, parce que la vie continue, elle doit continuer, et c'est dans la capacité à maintenir la normalité du quotidien que les nouvelles autorités seront aussi jugées. Pour l'opposition politique ivoirienne, ce coup de force pose une équation complexe. Certains, qui contestaient le régime d'Alassane Ouattara depuis des années, se retrouvent dans une position délicate. Ils ne peuvent pas applaudir un coup d'État sans se renier. Mais ils ne peuvent pas non plus défendre inconditionnellement un régime qu'ils ont combattu. La position attendue est celle du strict respect de la légalité constitutionnelle, du refus de toute violence et de l'appel à un retour rapide à un ordre démocratique. Dans ce contexte de grande incertitude, la voix des femmes ivoiriennes mérite d'être entendue. Ces femmes qui ont été en première ligne lors des crises passées, ces femmes qui ont perdu des fils, des maris, des frères, ces femmes qui ont reconstruit leur vie et la vie de leur famille dans des conditions souvent inhumaines. Leur refus de retourner à la violence devrait peser lourd dans la balance. Il faut aussi parler de la diaspora ivoirienne, massivement présente sur les réseaux sociaux, très active, très diverse aussi, des voix qui soutiennent le régime, d'autres qui le combattent, d'autres encore qui cherchent simplement à comprendre ce qui se passe. Cette diaspora joue un rôle dans la formation de l'opinion, dans la diffusion de l'information, et parfois de la désinformation. Elle est un acteur à part entière de la crise politique ivoirienne, et sa responsabilité dans ce moment est réelle. Ce coup de force marque en tout cas une rupture dans la trajectoire politique de la Côte d'Ivoire, une rupture qui s'inscrit dans une dynamique régionale plus large, mais qui a ses propres causes, ses propres ressorts, ses propres particularités, et qui appellera ses propres solutions. Une chose est sûre, la page est tournée. La question n'est plus de savoir si le coup de force a eu lieu. Il a eu lieu. La question est de savoir ce que l'on va en faire, ce que toutes les parties vont construire ou ne pas construire sur ces décombres. Et cette question-là, elle appartient en priorité aux Ivoiriens, à eux de décider de leur destin, à eux de reprendre la maîtrise de leur histoire, parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux que des dynasties, elle mérite mieux que des coups d'État, elle mérite une démocratie vivante, imparfaite comme toute démocratie, mais réelle, et elle en a les moyens. Alors, où va la Côte d'Ivoire? C'est la question que tout le monde pose, c'est la question qui flotte au-dessus d'Abidjan ce soir, au-dessus des quartiers calmes mais tendus, au-dessus des barrages militaires silencieux, au-dessus des familles qui attendent toutes des nouvelles, qui rafraîchissent leur téléphone, qui cherchent un signal, une information fiable, quelque chose à quoi se raccrocher. Permettez-moi d'être direct avec vous, parce que c'est ce moment qui exige la clarté, pas les détours. Ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire était grave, pas parce qu'Alassane Ouattara est renversé, sa légitimité était profondément contestée, et les raisons de cette contestation sont, pour une bonne part, fondées. Non, c'est grave parce qu'un coup d'État, quel qu'il soit, quel que soit son habillage, représente un échec des institutions, un échec de la politique, un échec du dialogue, et un coup d'État ne résout jamais les problèmes profonds d'un pays. Il les déplace, parfois il les aggrave. Les exemples du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont là pour nous le rappeler. Des juntes militaires qui arrivent au pouvoir sur fond d'espoir populaire, qui promettent la rupture, la refondation, le renouveau, et qui, quelques années plus tard, gouvernent souvent de la même manière que ceux qu'elles ont renversés, avec en plus la violence des armes et l'absence de tout contre-pouvoir, avec en plus la fermeture des frontières, l'expulsion des partenaires, le repli identitaire qui n'a jamais nourri personne. La Côte d'Ivoire ne doit pas aller dans cette direction. Et pour cela, plusieurs choses doivent être dites et entendues. Première chose, les militaires qui ont pris le contrôle doivent tenir leurs promesses. S'ils ont affirmé ne pas vouloir confisquer le pouvoir, s'ils ont affirmé vouloir une transition, alors cette transition doit être réelle, inclusive, rapide et transparente. Chaque jour supplémentaire sans feuille de route crédible sera un jour de défiance gagnée. Et la défiance, dans ce contexte, peut très vite se transformer en violence. Deuxième chose, les acteurs politiques civils, l'opposition, la société civile, les partis, les leaders communautaires, les religieux, ont un rôle absolument crucial à jouer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ce n'est pas le moment de se taire, ce n'est pas le moment de se positionner en spectateur prudent, c'est le moment de s'engager, de proposer, de construire un cadre de dialogue qui permette de sortir de cette crise par le haut, par les institutions, par la légalité. Troisième chose, la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, doit jouer son rôle avec fermeté, mais aussi avec intelligence. La pression est nécessaire, les sanctions peuvent être un outil, mais elles doivent être dosées, ciblées, pensées pour ne pas écraser les populations qui ont déjà tout à perdre. Condamner un coup d'État, oui. Punir un peuple pour les actes de ses militaires, non. Maintenant, je veux qu'on revienne sur un point essentiel, un point qu'on ne doit pas perdre de vue dans tout ce tourbillon d'événements, la question dynastique.
parce qu'elle n'est pas réglée par ce coup d'État. Elle est suspendue. Elle est peut-être même amplifiée dans sa symbolique. Si demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, une transition aboutit à des élections, et si ces élections amènent un homme comme Tene Birahima Ouattara au pouvoir par des voies démocratiques réelles, alors soit, c'est la démocratie. Mais si les circonstances actuelles sont utilisées pour installer par d'autres moyens une forme de pouvoir héréditaire, si la réforme constitutionnelle qu'Alassane préparait est reprise, adaptée, retaillée sous une forme ou une autre pour servir les mêmes intérêts, alors rien n'aura changé. Rien. On aura juste changé de visage. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Il y a quelque chose de profondément injuste dans cette idée qu'un pays de 26 millions d'habitants, riche de ses diversités, de ses cultures, de ses talents, de ses femmes et de ses hommes capables et compétents, serait condamné à tourner éternellement autour d'un même noyau familial, comme si la République était la propriété privée d'une lignée, comme si la fonction suprême se transmettait comme un héritage, comme une terre, comme un bien qu'on lègue à ses enfants. Non, la République ivoirienne appartient aux Ivoiriens, tous, sans exception. Et le prochain président de la Côte d'Ivoire doit émerger d'un processus authentiquement démocratique, ouvert à tous les candidats qui remplissent les conditions légales, jugés par un peuple libre de choisir. Pas désigné en coulisses par un homme qui réforme la Constitution selon ses besoins personnels et familiaux. C'est pour ça que la lutte contre le quatrième mandat avait du sens. C'est pour ça qu'elle a mobilisé. Et c'est pour ça que, quelle que soit la forme que prend désormais la transition, les principes qui animaient cette lutte restent valides, restent nécessaires, restent au cœur du projet républicain ivoirien. Maintenant, un mot sur quelque chose qu'on a entendu dans le discours du lieutenant Akudo et qu'il ne faut pas laisser de côté. Il parle des conditions de vie des soldats. Il parle des policiers qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Il parle des gendarmes qui finissent le mois avec presque rien. Ces réalités-là, elles ne justifient pas un coup d'État, mais elles montrent une chose fondamentale. Un État qui ne prend pas soin de ceux à qui il confie les armes est un État qui fragilise sa propre sécurité. Tout dirigeant qui veut une armée loyale doit d'abord en avoir une qui est traitée dignement, équitablement, humainement. Pas une armée à deux vitesses où des unités favorites nagent dans les primes pendant que d'autres peinent à nourrir leur famille. Cette fracture-là aussi devra être corrigée, quelle que soit l'issue de cette crise, quelle que soit la composition du prochain gouvernement. À Abidjan ce soir, les lumières sont allumées, la ville respire, les gens sont chez eux pour la plupart, prudents, attentifs. Les marchés ont fermé plus tôt que d'habitude, les enfants n'ont pas joué dans les ruelles comme les autres soirs, mais il n'y a pas eu d'affrontement majeur, il n'y a pas eu de bain de sang, et ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette journée. Le calme apparent doit être préservé, il est fragile, il dépend de décisions qui seront prises dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Chaque parole, chaque acte, chaque signal envoyé par les nouvelles autorités militaires sera scruté, analysé, pesé. Et la population, elle, attend, elle espère, elle prie pour beaucoup. Elle a vécu trop de crises pour ne pas savoir que les premières heures sont décisives. Je veux terminer par quelque chose d'important. Ce qu'on a vécu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est aussi un message que certains peuples africains envoient à leurs dirigeants. Un message qui dit « Nous ne sommes pas indéfiniment patients, nous ne sommes pas infiniment silencieux. Et quand vous jouez avec la Constitution, quand vous achetez des généraux, quand vous préparez des dynasties, quand vous oubliez que vous gouvernez pour nous et non sur nous, à un moment, quelque chose se brise. Ce message-là, tous les dirigeants africains devraient l'entendre, pas pour en avoir peur, mais pour en tirer les leçons, pour gouverner différemment, pour construire des États de droit réels, des institutions indépendantes, des armées républicaines, des élections transparentes, une justice qui n'est l'instrument de personne. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas impossible. D'autres pays l'ont fait, sur ce continent et ailleurs. Et la Côte d'Ivoire en a les moyens, elle en a les ressources, elle en a les femmes et les hommes. Ce qui lui a souvent manqué, c'est la volonté politique au sommet. Peut-être que cette page violente, douloureuse, qui vient de se tourner aujourd'hui, sera aussi l'occasion d'une véritable refondation, d'un nouveau contrat social entre les Ivoiriens et leurs institutions, d'un recommencement sincère. Ce n'est pas garanti, c'est même loin d'être certain, mais c'est possible, et c'est pour cette possibilité-là qu'il faut rester attentif, rester informé, rester debout. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara, elle n'appartient pas à Tene Birahima, elle n'appartient pas aux militaires qui ont pris les armes ce matin, elle appartient aux Ivoiriens, à vous, à moi, à tous ceux qui aiment ce pays, qui croient en son avenir, qui veulent qu'il réussisse, vraiment, durablement. Chers abonnés, voilà tout ce qu'il faut comprendre sur ce qui vient de se passer. Ce coup de force marque un tournant majeur dans l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Il ouvre une page aussi incertaine que décisive. Les regards restent tournés vers Abidjan, dans l'attente des premières mesures concrètes du nouveau pouvoir. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, likez, partagez autour de vous et abonnez-vous
activez la cloche pour suivre l'évolution de la situation en temps réel. Votre soutien compte. Il nous permet de continuer ce travail